Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir encore nous parlons de méditation et pour ce faire je suis accompagné du professeur Emmanuel Glepote qui est le concepteur de l'émission et à qui je vais laisser le soin de nous donner les différents angles que nous allons aborder ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gatt, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors ce soir, nous allons parler de la volonté et la dévotion à la deuxième partie de la chronique. Nous sommes dans le registre de l'acquisition de son fort intérieur ou alors de son moi intérieur. Parce qu'on ne peut pas se mettre à faire la méditation en l'air comme si on faisait les prières. Ça nécessite une préparation, nous insistons sur ça. Voilà. Nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec votre chronique qui va se défaire en deux parties. Vous aurez la réflexion, la page pratique et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. La dévotion mystique. Pour qu'il y ait une bonne maîtrise de la volonté comme point de focalisation de la connaissance de soi, il est nécessaire de comprendre que l'initiation dont nous venons de faire allusion consiste tout simplement à chercher à comprendre combien acquérir des connaissances sur le monde supérieur, le monde invisible, est l'unique atout. Pour acquérir des connaissances de ce monde invisible, 4 points sont à relever, à savoir les formalités, la dévotion, la vie intérieure et le silence intérieur. Les formalités ne sont autre chose que le fait ou les conditions qu'il faut remplir pour condenser nos forces. Nous devons reconnaître qu'il sommeille en chacun de nous des facultés à l'état latent, et que c'est d'elles que nous parlent souvent les mystiques de tous bords, gnostiques, théosophes chrétiens, rosicruciens, etc. Ils affirment l'existence d'un monde des âmes et celui des esprits. Pour eux, il s'agit de savoir comment s'y prendre pour réveiller en soi ses facultés. Ce qui fait qu'on n'y croit pas, c'est qu'aucune école classique, aucune église ou religion ne les enseigne. C'est pour cela que les étudiants ou les disciples de ce mouvement mystique, qui ne sont autres que des écoles qui enseignent l'ésotérisme, malheureusement occultés, voire mystifiés, sont marginalisés. Les formalités ne sauraient être le fait d'aller à la recherche d'un initié ou d'un maître acquis mieux ou de coq à l'âne, mais plus encore, de remplir les conditions qui permettent qu'un maître puisse se mettre à notre portée. On n'a jamais cessé de dire que quand le disciple est prêt, le maître se présente. Et c'est ce qu'on nomme le monde de l'initiation. La dévotion. La dévotion est ce deuxième point par défaut, car pour pouvoir rencontrer le maître, le disciple devient un investigateur spirituel. Il doit se mettre sur le chantier de la dévotion. Il s'agit d'une attitude de l'âme d'un vrai disciple. Il va procéder par deux importants types de dévotion. La dévotion envers la vérité et la dévotion envers la connaissance. L'expérience a prouvé qu'à la base de la dévotion, l'homme ou la personne qui a une grande dévotion a un comportement porté sur le respect de l'autre, le plus librement possible dans toutes les circonstances, quelle que soit leur classe. Il s'agit d'un respect inconditionnel qu'il place partout, sur toutes les créatures, pierres, plantes, bêtes ou personnes, car ce respect jaillit du fond de son cœur. N'oublions pas que la vie spirituelle a ses lois comme la vie matérielle. Exemple, si vous frottez un tournevis contre un aimant, ce tournevis va se charger d'un champ magnétique au point à pouvoir ramasser facilement
des vices comme le ferait tout naturellement un aimant. Il s'agit de la conséquence d'une loi que connaissent très bien les physiciens. Nul ne peut ignorer qu'en cultivant la vraie dévotion, il en naîtra une force qui, tôt ou tard, nous élèvera à la connaissance. Alors, professeur, ce soir, vous parlez des formalités, dévotion et la vie intérieure, le silence intérieur. Nous allons commencer par les formalités. Concrètement, quand on parle de formalités, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, lorsque nous parlons de formalités, c'est qu'il y a des conditions à remplir pour pouvoir s'engager à quelque chose. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous faites sur la terre, ou qu'est-ce que vous faites en famille, qu'est-ce que vous faites à l'école, qu'est-ce que vous faites dans ce que vous engagez comme activité, vous aviez des formalités à remplir. Si vous décidez de voyager en voiture et que vous avez votre véhicule, vous avez des formalités. Ces formalités peuvent bien être de carburer la voiture, de veiller à ce qu'il y ait l'eau, de veiller à ce qu'il y ait l'huile de frein, l'huile moteur, du moins de voir les conditions de la voiture déjà, est-ce que la voiture peut se déplacer, est-ce que tout a été pris au sérieux au départ, est-ce qu'il n'y a pas de détails à relever et qui soient de nature à ne pas vous permettre d'aller jusqu'à destination. Alors, vous voyez que tout le monde qui conduit des véhicules, que ce soit en transport en commun, on prend les mesures pour partir d'un point à l'autre. On prend les mesures pour pouvoir aller avec son propre véhicule. On prend des mesures pour sa toilette, c'est-à-dire qu'il y a des formalités. Quand on se lève le matin, il faut qu'on se lave, on se brosse les dents, on se peigne, on se parfume, on se met... Alors donc tout ça c'est des formalités. Alors ces formalités on ne les manque jamais, mais on ne prend pas des formalités sur son mode de vie. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas des questions. Est-ce que ce que je vais manger ce matin, est-ce que c'est concordant aux besoins de mon organisme du point de vue diététique? Là, on n'a pas de formalité, on a plutôt son palais à satisfaire. Donc, on dit je vais engager et je vais manger telle chose parce que c'est ce qui me plaît. Alors, si c'est après le repas là, après avoir pris son petit déjeuner, il y a à boire, on ne va pas boire ce qu'il y a à boire, on ne va pas dire bon, il ne faut pas boire tout de suite. On va engager une boisson qui est du genre bière et vin et tout, parce qu'on n'est pas n'importe qui. Alors finalement, il y a comme si quelque part, il y a quelque chose qui manque. Et la connaissance de ce qu'il y a d'obligation par rapport à ce qu'on dirait, et quelque part, ce qu'on taxerait de sérieux, c'est l'obligation d'obéir à un mode de vie, de suivre un certain mode de vie pour pouvoir parvenir à ce que serait nécessaire pour la connaissance de soi. Voilà. Alors, vous parlez d'une obligation d'un certain mode de vie. Ce mode de vie, c'est lequel? Le mode de vie, c'est de celui qui veut quitter un point vers un autre. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes sur la terre pour accomplir une mission. Même si nous ne le savons pas, même si nous ne tenons pas compte de ce genre de concepts, c'est-à-dire si même cela ne nous dit rien, mais on doit quand même se poser des questions. Pourquoi dans un environnement qui peut bien être le nôtre, nous sommes choisis à faire certaines choses et que ces choses-là, et que ce choix-là s'opère naturellement. J'entends par un choix naturel, on peut avoir fait tous les diplômes, avoir fait eu tous les diplômes du monde à l'école,
Mais quand le destin décide sur vous, vous pouvez vous retrouver en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec votre formation scolaire. Ça, vous êtes en phase avec une certaine mission à accomplir, mais sauf que vous n'êtes pas censé le savoir, parce que ce que vous faites, même si finalement vous acceptez ça, il est fort probable que cela soit juste parce que vous êtes né comme celui-là qui s'adapte, c'est-à-dire tout ce qu'on peut pouvoir faire, qu'on le fasse bien, parce qu'on n'a rien d'autre à faire pour le moment, contrairement à certains problèmes, personnes qui, quand ce n'est pas ce qu'il y a de son désir, c'est quelque chose qui ne va pas marcher, va tout balkaniser, va tout faire en désordre, parce que le seul but c'est de survivre avec les moyens que ce qu'il fait lui apporte. Alors donc la formalité conduit à d'abord se poser la question: qu'est-ce que je veux comme mode de vie pour pas pour ma survie, mais pour ma spiritualité, parce qu'en fait l'homme se doit spirituel avant qu'il ne soit autre chose. Sinon la dimension animale ne sera pas éloignée de lui, on ne l'appellera pas un être humain de par ses actes et de par son comportement, sauf par extrapolation, parce qu'il y a des gens qui disent nous sommes des êtres humains, mais les instincts, les animaux qui vivent d'instinct sont encore mieux porteurs de respect des lois de la nature. Alors ces animaux-là, je parie que au-delà de les appeler les bêtes, on les appellerait des créatures en voie de devenir des humains, contrairement à des personnes qui sont déjà supposées être des êtres humains, mais qui ont un comportement rétrogradant, c'est-à-dire qui les ramène à l'animalité totale. Voilà. Alors pour ça, vous dites qu'on devrait pouvoir se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux comme mode de vie pour ma spiritualisation. Mais quand vous dites comme mode de vie, est-ce que ça veut dire qu'on aurait plusieurs possibilités, alors plusieurs modes de vie, et que chacun de nous pouvait choisir la voie à suivre qui conduira à la spiritualité? Mais bien sûr, le problème de la spiritualité, c'est un problème qui passe d'abord par la pensée. Nous n'avons pas tous la même manière de penser, nous n'avons pas tous la même manière de voir les choses, même quand nous faisons les mêmes études. Chacun aborde le pan qui lui est proche par rapport à ses idées et par rapport à sa pensée essentiellement d'ailleurs. Alors donc, le mode de vie peut être comme ce qu'on peut appeler l'emploi du temps. Hein. Que vous levez le matin, vous commencez par du sport, quelqu'un d'autre se lève le matin, commence par des exercices respiratoires sans toutefois sortir de chez lui, commencer à courir comme l'autre. Donc c'est vous qui décidez ce que vous devez faire et qui soit juste. Parce que là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il faut aller vers ce qui est vérité et ce qui est connaissance. Parce que c'est ces deux choses-là qui sont comme des phénomènes à allier. Et dans cette alliance ou alliage, on arrive à ce que je peux dire, le mode de vie qui soit propre en soi. Voilà. Alors, dans le cas d'espèces, quels seraient donc les éléments? Parce que je suppose qu'il y aurait sûrement des éléments en fonction des différents modes de vie, des éléments clés qui pourront nous conduire vers la spiritualité. Alors, on peut les citer, ce sont lesquels? Non, les éléments sont les mêmes. Par exemple, du point de vue diététique, c'est un élément. On a parlé de 3 types de nourriture. On a dit
qui a les aliments positifs, qui consiste, l'aliment positif qui consiste à consommer l'oxygène par l'air que nous respirons et la qualité, la manière de respirer. Et conséquemment, serait une manière de consommer une certaine nourriture, contrairement à ce qui peut être de nature à respirer seulement une certaine forme de survie, comme nous sommes assis là, on respire, c'est tout. Mais respirer conséquemment, c'est se nourrir en quelque sorte. C'est une façon d'alimenter son organisme. Alors, à côté de ça, il y a l'eau qui est une nourriture, qui doit se consommer en tant que telle, parce que ça va nourrir notre corps. Arrive en troisième position les aliments négatifs, parce que l'eau, ça se fait comme aliment neutre. Ça entre dans les deux quand ça se retrouve du côté de l'oxygène et donc du côté de l'air, comme renforcer l'aliment positif. Et ça rentre dans l'autre côté, c'est-à-dire les nutriments qui sont des aliments négatifs. Et puis ça fait la part des choses. Alors, dans c'est pourquoi j'appelle ça aliment neutre, c'est-à-dire c'est un aliment tampon qui se retrouve du côté positif comme du côté négatif à apporter un plus. Alors maintenant, si on commence d'abord déjà dans ça, c'est du grosso modo. Quand on entre en détail, c'est qu'on sait comment respirer, c'est-à-dire qu'il y a des techniques de respiration profonde, rythmique et tout, qu'on appliquerait pour pouvoir commencer sa journée. Par exemple, pour ce qui est de l'eau, on doit savoir comment boire de l'eau au cours de la journée, tout de même comme on doit savoir comment respirer au cours de la journée, bien évidemment, parce que on ne va pas juste s'étarguer sur une seule façon de faire la chose le matin. On peut renouveler ça tout le temps, quand on mange, quand on marche, surtout lorsqu'on marche à pied. Par exemple, c'est le moment idoine pour pouvoir mieux respirer aussi. Maintenant, les nutriments sont des substances extrêmement dangereuses pour notre santé. Parce que c'est la qualité d'aliments choisis dans le cadre des micronutriments comme des macronutriments qui fait en sorte que nous devenions facilement malades. Parce qu'on peut manquer le coach avec la respiration et l'eau, mais on ne le doit pas avec les aliments. C'est vrai que je dis qu'on peut, ça ne veut pas dire que c'est négligeable les deux aliments en question, mais on ne devrait pas, on devrait faire trop attention avec ce qu'on consomme. Alors nous sommes dans un monde où on ne consomme plus ce qui vient de la mamelle nourricière, qu'est la mère terre. On consomme n'importe quoi. On mange tout ce qui est à notre portée, et particulièrement ce qui est facile à trouver partout. Et aussi ce qui est industrialisé. Parce que souvent c'est ce qui est moins cher. À cela, nous nous retrouvons en train de ne pas faire de choix. Et idoine, nous sommes comme emportés par de ce que nous pouvons faire comme n'étant pas capables de faire autrement. Là, c'est donc le problème d'hygiène de vie. Parce que quand on parlait d'hygiène de vie, ça commence beaucoup plus du côté des nutriments, comment en faire le choix. Et puis quand on a fait le choix du genre qu'on a décidé de manger des tubercules, macabo, manioc, je ne sais pas quoi, ou des grains de riz et tout, il y a la manière de cuisiner. Le tout n'est pas de laver des aliments. Peut-être qu'avec le modernisme et avec le manque du temps conséquent pour pouvoir cuisiner,
on se retrouve avec un riz qui doit être cuit en 15 minutes. Alors que le même riz, alors qu'il serait normal de le laisser cuire pendant 30 minutes au moins, pour qu'il soit cuit normalement. D'ailleurs, avec la cuisson des tubercules, des grains et tout, il faut observer un genre de température, un genre de feu, un genre d'instrument à utiliser pour pouvoir les cuire. Parce que il a été remarqué, lorsqu'on faisait des cuissons au feu de bois, qu'il mettait du temps à cuire tel ou tel aliment, macabo, manioc et tout, par rapport au gaz et à certains dispositifs, à certains instruments comme les micro-ondes. Alors, lorsque c'est mal cuit, c'est apparemment cuit, mais ce n'est pas nutritif. Lorsque vous faites de votre cuisson quelque chose de réglé dans le temps et de manière rapide, c'est-à-dire vous venez au travail à midi, vous faites cuire du spaghetti en 5 minutes ou en 10 minutes. Alors que peut-être qu'il fallait attendre 30 minutes pour que ça cuise normalement, que ça prenne du temps, que les particules de ces pâtes alimentaires puissent aller progressivement vers la cuisson totale. C'est comme une naissance prématurée. Les choses se passant de cette manière-là, on est exposé à une autre difficulté, c'est de permettre à l'organisme d'en tirer ce dont il est nécessaire pour son fonctionnement. La difficulté va s'y présenter et puis on aura à s'attendre à des maladies qui seront dues à ces prises de décision de manger vite des choses. Non seulement ça ne sera pas bien marché, parce que d'habitude on n'a pas le temps pour marcher, mais ça n'a pas été bien cuit et tout ça, voilà. Alors en dehors de la diète, c'est-à-dire la façon de manger, respirer, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre élément qui retrouverait la diète dans les formats? Il y a derrière tout cela le côté d'abord se mettre dans une logique de faire un certain genre de sport au-delà de la respiration, et aussi dans une logique psychologique, c'est-à-dire qu'il faut se préparer psychologiquement à surmonter tous les problèmes de nature à se verser dans le stress, de nature à entraîner des soucis, des problèmes qui vont dans le sens à développer des situations d'hypertension. Par exemple, vous avez un problème de décès dans la famille et que vous vous mettiez dans la logique de se donner la mort. Pendant ce temps, vous manquez à vos rendez-vous de méditation qui seraient peut-être nécessaires pour ce cas d'espèce, parce que si par exemple quelqu'un meurt, il faut accompagner son âme. Et pour accompagner son âme, il faut plutôt le faire de manière rituelique. Ce n'est pas en pleurant trop, en montrant comme si on est trop touché par le phénomène qui vient de frapper la famille, qu'on a, c'est-à-dire que la preuve s'est faite en ce moment-là, comme quoi vous avez beaucoup aimé la personne. C'est pour cette raison que vous vous déchirez face à cela, comme si la douleur était particulièrement destinée à vous seul, comme si vous prenez tout le deuil sur vous, parce que souvent on a vu des gens faire se taper à même le sol, tomber sur d'autres personnes, vouloir se donner la mort, se retrouver même à l'hôpital après un décès. Alors, lorsque on a des séances de méditation, lorsqu'on a besoin de formaliser sa vie pour pouvoir atteindre un objectif spirituel,
on doit se surpasser. On doit se dire que tout ce qui se passe normalement. Le hasard ne donne naissance à rien. Il n'y a rien qui se passe par hasard. S'il existe Dieu, il n'existe pas par hasard. S'il existe la douleur, ce n'est pas par hasard. S'il existe la joie, ce n'est pas par hasard. Donc tout ce qui existe par le biais du fait de ce qui serait nécessaire. Alors là, on a donc une préparation psychologique, on a une préparation diététique, on a une préparation, disons, on mène un certain sport approprié, parce qu'on doit retrouver ce qu'on peut appeler communément le bien-être, c'est-à-dire l'absence de malaise, l'absence de douleur, l'équilibre psychologique, l'équilibre mental, tout ce qu'il faut pour qu'on se sente heureux. Pas heureux parce qu'on a les poches vides, mais heureux parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. On le sait, et puis on pense que même quand un problème se présente, la solution viendra toute seule. Voilà. Alors, professeur, quel rapport faisons-nous donc entre ces différents éléments, c'est-à-dire la préparation psychologique, l'hygiène de vie qui demande à ce qu'on fasse attention à ce qu'on va manger, comment on va respirer, quel est le rapport qu'on fait entre ces éléments et la spiritualisation, alors on parle encore de méditation ce soir. Alors, donc, nous avons dit que la méditation, c'est ce qui nous permet d'ouvrir la porte vers notre intérieur. Parce que l'homme doit vivre essentiellement de son intérieur, pas de son extérieur. C'est-à-dire, c'est pas le fait de bien s'habiller, c'est pas le fait d'avoir des parures sur toi, de se mettre de parfum de bonne odeur, je sais pas, et de manger des choses extraordinaires pour le commun des mortels, c'est-à-dire des gens qui sont dans la précarité et qui admirent ces repas-là et tout, qu'on est mieux parti pour sa spiritualisation. La spiritualisation, c'est la connaissance des lois de la nature, et c'est l'applicabilité ou le fait d'appliquer ces lois de la nature pour sa vie. Alors, la méditation est donc la clé qui ouvre la porte de l'intérieur qui est fermée au commun des mortels. Parce que le commun des mortels vit de l'extérieur. Rien, aucun questionnement par rapport à soi. Le soi ici, c'est l'être intérieur qui sommeille en nous. On ne se pose aucune question. Comment ça se passe, pourquoi on vit, pourquoi on est là, hein? Qu'est-ce qui se passe? Même quand on voit les gens décédés autour de nous, on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que cette personne-là décède. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est qu'on vit comme si on n'allait pas mourir. Et on meurt comme si ça ne valait pas la peine de vivre, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a comme s'il y a quelque chose qui ne va pas avec la conception des choses de l'homme. C'est la vie qui est nous. Ce n'est pas la carcasse, ce n'est pas notre corps physique qui est nous. C'est la vie qui est en nous, qui est nous. Alors cette vie-là, qu'on l'appelle âme ou qu'on l'appelle esprit ou qu'on donne n'importe quel nom à cette vie-là, c'est ça qui est nécessaire, c'est ça qui nous amène ou qui nécessite à ce qu'on fasse une préparation, qu'on essaye de voir comment aller vers notre intérieur. Parce que c'est en allant vers notre intérieur que nous pouvons maintenant mettre en marche notre spiritualisation. Nous ne pouvons pas mettre en marche notre spiritualisation simplement en utilisant des méthodes assez légères, telles que prier, telles que méditer juste pour
pour méditer, sans aucune préparation. Le monde est en train de traverser la plus grave période de son histoire. Parce que même des épidémies, les pandémies qu'il y a eu avant, il n'y a jamais eu des projections d'extermination de la race humaine qui se passent par des mécanismes qu'on entend dire. Si jamais cela est vrai, parce que là, dans ces mécanismes de vaccins qui tuent, entre-temps, des vaccins qui sauvent, d'aucuns, on a des vidéos qui ne sont pas des fake news, qui sont des vidéos des chaînes de télévision respectables et qui dénombrent déjà des morts dans la nouvelle campagne de vaccination qui ne fait pas encore un an. Et que on continue dans cette logique à vouloir vacciner le monde entier. Les tests sont engagés, par exemple, qui sont de faux tests. Les pays sous-développés ne développent pas les tests qui leur sont propres. Et on a besoin de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas indemnes des pics. On organise des hélicatombes au travers des tests qui seront des faux tests qui vont entrer partout dans les écoles, partout, et développer un nombre de tollés et qui sera, du moins un genre de tollé qui sera sur le nombre des personnes positives. Alors tout cela, c'est parce que l'être humain ne s'occupe pas de son intérieur. Ce qu'on appelle le système immunitaire est en rapport avec l'âme, est en rapport avec la vie. Et la vie est en rapport avec Dieu. Dieu se parlait avec la bouche. Dans les églises, dans les mouvements religieux et tout, on ne parlait que de Dieu en l'air. Il n'y a aucune action qui est entreprise dans le but c'est-à-dire de déterminer exactement pour l'homme qui est Dieu et comment ça se passe. Non. C'est que on te dit, crois en Dieu, un point trait et prie. Le reste, Dieu fera. D'autres disent, nous vivons par la grâce. D'aucuns pensent que la fin du monde est arrivée, et peut-être à juste titre, parce que nous glissons vers l'éboulement. Mais nous devons rester conscients d'une chose. Si nos préparations sont de nature à ce que nous puissions avoir la méditation comme une clé qui ouvre la porte de notre sanctuaire intérieur, alors nous pourrons nous en sortir même quand le monde s'organise à se détruire. Certains d'entre nous vont s'en sortir. Alors parlons maintenant de dévotion. Vous nous faites comprendre que la dévotion nous permettrait à un moment de respecter l'être humain et bien sûr la nature. Donc la dévotion serait égale au respect ou alors il y aurait une différence entre les deux termes? Alors la dévotion, c'est déjà la qualité à se donner qui permet à ce qu'on aille vers la connaissance de son être intérieur, en ce sens que d'un côté, le connaître pour du vrai, de l'autre côté, le connaître pour la connaissance. Parce qu'il y a la vérité qu'il faut et il y a la connaissance. Les deux doivent aller ensemble. Une dévotion du genre se prosterner devant des images sous une sorte d'idolâtrie serait contraire à ce que nous entendons par dévotion en métaphysique. Parce que la dévotion, c'est la mort, ou alors c'est une manière d'apprivoiser son ego complètement. Comme pour dire, il y a quelque chose qui me manque, il faut que je
je retrouve ça. Comme pour dire, j'ai beaucoup de potentialités. Parce que là, on est au niveau de l'ego, mais il faut que je sache comment en profiter. Et que mes potentialités doivent me permettre d'être utile à toute une collectivité, pas que ce soit quelque chose qui m'est utile à moi. Alors, donc, la dévotion va permettre à ce que l'homme puisse expérimenter la vérité qui part par le biais de la connaissance, qui conduit à la découverte de l'absolu. Parce que, en fait, on peut bien dire que l'absolu, c'est Dieu. La vérité, c'est donc elle qui nous permet d'aller vers Dieu. Et l'absolu, en nous, c'est la vie qui est entretenue. Au moins, l'absolu entretient la vie en nous. Si l'absolu est Dieu et que la vie c'est Dieu, c'est que nous devons chercher à ce que nous soyons en phase avec l'absolu. Et l'absolu, c'est possible d'être en phase que si nous l'expérimentons. C'est-à-dire que si nous prenons avec vigueur le tout, ce qu'il faut pour pouvoir connaître. Parce que ici, il s'agit de la connaissance totale, peut-être pas parfaite, mais de la connaissance totale de ce pourquoi nous sommes là, du pourquoi des choses par rapport à notre environnement, c'est-à-dire des êtres humains que nous rencontrons, les bêtes qui sont des animaux domestiques, et au-delà des animaux domestiques, tout ce que la nature nous propose dans notre environnement, et au-delà même de notre environnement, parce que nous pouvons avoir suivi des histoires, nous pouvons voir des documentaires à la télé, nous pouvons voir plein de choses et qui doivent nous apporter plutôt des idées nous permettant d'améliorer notre connaissance de l'univers. Comme pour dire que on met en pratique l'envie d'observer, l'envie d'expérimenter et derrière tout cela en obtenir des résultats qui sont tels que lorsqu'on vit, on ne vit plus de sa logique, on ne vit plus d'une certaine logique, mais on vit comme quelqu'un qui a découvert une logique universelle dont on vit des faits et non de l'opinion qui est propre en soi. Alors nous allons proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique et on revient juste après pour la suite des questions. Méditation, solution à nos problèmes. Chapitre 3. L'acquisition de son moi intérieur. Nous avons évoqué le rôle de la pensée dernièrement, ce qui était un début de ce qui nous permet de commencer à étudier le phénomène pensée à l'égard de notre existence, de son influence sur le corps et même sur le moi intérieur, autrement appelé fort intérieur. On dit que la pensée est fonctionnelle lorsque celle-ci émet une réaction sous forme d'image plus ou moins logique. Aussi, lorsqu'elle s'enchaîne en des simples réflexes du cerveau, cela va créer une impulsion sur l'individu sous forme d'une réaction continue et fondamentale, affectant ainsi son destin. Une réaction qui impulse des modifications physico-psychologiques susceptibles de transformer progressivement ces derniers en se projetant au-delà de lui, ses actes allant jusqu'à s'afficher sur son visage, son timbre vocal et même sur ses gestes. Pour notre affranchissement, nous devons tout faire pour trouver en nous la voie qui nous permet de maîtriser nos pensées et ce par nous-mêmes.
une voie qui doit nous servir de guide, telle que recommandée en occultisme évolutif, chapeautée par la méditation, car c'est la méditation qui est ce sentier véritable de l'éveil spirituel. Tout se confond dans une chaîne où l'idée la plus instable s'incruste en chaque individu et lui transforme profondément dès que celle-ci devient coutumière. Sa particularité sera de toucher l'esprit et le caractère puis le corps de ce penseur. En revanche, chaque personne est le produit de ses pensées individuelles. La méditation est plus un art, aussi parce qu'elle existe depuis des millénaires. Elle ne saurait être une simple technique, mais elle semble être une pratique plutôt obscure, voire mystérieuse, parce qu'elle évoque des images exotiques, souvent associées à la sagesse orientale. Pourtant, cette image qui prend ses origines en Afrique antique, bien évidemment, ces images contrastent avec celles du monde traditionnel de toujours et d'antan, et non ce monde qui tourne à l'envers depuis un siècle déjà. Un monde nouveau dans lequel nous sommes contraints de vivre des vibrations à un rythme déchaîné et difficile à maîtriser. Nos pensées corrompues ont toujours laissé croire que la source de notre équilibre se trouve à l'extérieur de nous. Pourtant, il n'en est rien. Pour nous protéger des agressions extérieures quotidiennes, nous devons nous ressourcer en nous plongeant régulièrement dans notre fort intérieur. Question de nous opposer à ce mode de vie moderne, jusqu'ici centré par l'extériorité et l'apparence, pour une invite à la méditation le plus naturellement possible comme véritable moyen de s'offrir un retour vers l'intérieur. Très souvent, nous portons toute notre attention sur tout ce qui existe en dehors de nous comme source d'espérance, se comportant comme si notre équilibre fondamental se trouvait à l'extérieur de nous. Pour cela, nous menons une vie dans la panique générale, attentionnés plus ou moins aux agressions quotidiennes. À cause de cette peur permanente, la source de nos réflexions, c'est de se poser la question de comment parvenir à contre-attaquer ces agressions. Pourtant, c'est à cause de la méconnaissance de l'existence, voire l'utilité de notre être intérieur, que vivre est devenu pour nous un combat. Dans notre nouveau monde, outre un univers hautement technologique et résolument automatisé, il nous arrive aussi fatalement de nous sentir petits et fragiles, plus que réduits à l'impuissance face à tous ces événements, le plus souvent créés par nos propres fautes. Et le fait que le pouvoir a été délégué aux gouvernants, une poignée de personnes politiciennes, celle-ci a fini par confisquer nos libertés. Dans le même temps, pour avoir permis aux prêtres et autres religieux de s'occuper de notre spiritualité, voilà que le salut de notre âme a été également confisqué. Sans oublier que le fait d'abandonner notre santé entre les mains des médecins, pourtant des simples prescripteurs, tout cela a fait que l'ensemble de la population mondiale est entré en passe de s'abdiguer de ses responsabilités, de se spiritualiser et s'est aligné dans l'insolence de la perdition. Alors, dans la première partie de la chronique, on parlait des formalités de la dévotion et tout à l'heure, vous nous proposez l'acquisition de son fort intérieur. Est-ce que cela voudrait dire que il faudrait peut-être commencer par l'acquisition des formalités, de faire en fait la dévotion pour pouvoir arriver à son fort intérieur? Bien sûr. C'est une démarche, on a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas voyager d'un point à l'autre sans toutefois prendre acte du fait qu'on a combien de kilomètres à parcourir, combien de quantité, combien de litres de carburant il nous faut si c'est un véhicule,
Ou si on marche à pied, combien de temps on mettra pour arriver à là où on va. Alors, donc, la spiritualité, la vie spirituelle a ses lois, comme la vie matérielle. Les lois sont partout. Il faut les respecter. On a donné un exemple tout à l'heure qu'en brossant un tournevis sur l'aimant, on a les possibilités d'avoir le fait magnétique d'éléments sur le tournevis à ramasser les vis tranquillement, comme si le tournevis était devenu l'aimant lui-même. Alors donc, il faut que les lois de la nature soient respectées. Et c'est ces lois de la nature-là qu'il faut étudier. Et les étudier, c'est ça la préparation. Parce que si on veut méditer, comme on prie, on peut bien méditer à tout moment et ressembler à quelqu'un qui est juste en train de prier. Parce que prenons par exemple, si le dimanche, avant de quitter la maison pour aller au culte, on prend son bon petit déjeuner. D'abord, on a fait une semaine sans faire l'aisselle. Déjà, lorsqu'on dégage, c'est des odeurs partout. Et la flatulence, c'est-à-dire la condensation du gaz au niveau digestif, met la personne mal à l'aise. Et la personne dégage les gaz à partir de la bouche comme à partir du bas. Et il se retrouve que à l'intérieur d'un culte où on est en train de prier, elle remplit les odeurs. Autour d'elle, c'est de l'invivable. Alors c'est vrai que dans certaines religions, on met en marche de l'encens. C'est-à-dire qu'on essaie de faire circuler de l'encens partout pour mettre en condition le milieu. Ou bien alors pour lutter contre les mauvais esprits, parce que là, on n'a jamais dit pourquoi on allume l'encens dans les églises comme l'église catholique et tout. Alors, donc, on conditionne l'endroit et puis vous venez avec des odeurs. Et tout le monde sait que en matière occulte, des mauvaises odeurs attirent les élémentaux, c'est-à-dire des forces occultes néfastes. Et là, vous trimballez ces vibrations, et puis vous êtes en prière. Alors, est-ce que ce serait la même chose que vous retrouviez chez vous? Vous avez mis un petit dispositif qui vous permet de méditer. Et vous mangez abondamment, vous ne faites pas bien les selles, vous êtes tout le temps en train de bombarder les gaz et tout, et puis vous respirez les mêmes gaz en question, tout cela. Pendant ce temps, vous êtes en train de méditer. Moi, je pense que ce ne serait pas vrai. C'est pourquoi il faut qu'on sache faire la part des choses. C'est comme une personne qui prend les gens et les amène pour des cures de désenvoûtement, et par les laver, ou les cures de délivrance. Entre-temps, le lieu est infecté par des gaz carboniques pas possibles. Soit ça passe par le fait que la personne a une mauvaise haleine, et cette mauvaise haleine met très mal à l'aise ses clients, on peut les appeler comme ça, mais qui supportent, parce qu'on a l'art de tout supporter, puisqu'on a vu des vidéos où des gens, pour le peu que le pasteur est à même de les demander de venir, on lave les pieds sur vos têtes. Alors, ils se présentent, on lave les pieds sur leur tête. Et puis, à tour de rôle et tout, on a, je sais pas, c'est pas de fake news, parce que ce genre de vidéo, c'est pas le montage non plus. Donc, en dehors que ça soit cela, mais lorsqu'on veut faire sérieux, on doit vraiment faire attention. Voilà. Alors,
quand on parle de son fort, de l'acquisition, voilà, de son fort intérieur, ça veut dire qu'il faudrait commencer par les formalités, ou alors ce sont des choses qui vont aller, je veux dire, en même temps avec la recherche de son fort intérieur. Je crois que s'il faut commencer par les formalités, ce serait mieux. C'est comme une personne qui décide de faire un bébé et qui hier était alcoolique et qui est alcoolique et qui fume, qui boit, et surtout chez les femmes. Elle fume, elle boit, et puis elle rencontre un homme et décide de faire le bébé la semaine dès la rencontre. Arrête de fumer, d'accord, arrête de boire, dès que le bébé est déjà dans son ventre et que le test l'a prouvé. Mais il n'y a eu aucune préparation au départ pour pouvoir dire que le fœtus ne va pas subir des effets non biodégradables de la fumée, des bières et tout ce qu'on a ingurgité, on a bu, on a avalé et tout, et même des aliments qu'on mangeait n'importe comment, et que directement qu'on ait besoin de faire un bébé parce qu'on ne fume plus pour le moment, parce qu'on ne mange pas certaines choses, ou alors on continue à en manger, mais on a arrêté quand même ce qui était un peu plus abusif, qu'on aura un bébé différent de cette femme qui a fait 1 an pour se préparer à avoir un bébé. Ça ne sera pas la même chose. Donc moi, je pense que la préparation qui passe par les formalités doit être à l'avant-plan, c'est-à-dire comme précurseur de ce projet de spiritualisation. Parce que c'est un projet. Ce n'est pas une histoire parce qu'on a des problèmes d'argent, on n'a pas de quoi manger, on a des difficultés de joindre les deux bouts, qu'on se mette à méditer. Simplement, je ne dis pas que ça ne se fait pas comme ça, il y a plein de personnes qui proposent ce genre de méditation, mais si nous sommes dans le registre initiatique, dont nous parlons métaphysique, dans le sens initiatique, et là, nous n'avons pas besoin de tricher. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose pour juste... C'est comme une personne qui est malade et qui se présente dans un cabinet de soins et pose son problème. Et attend directement à ce qu'on lui trouve la solution à son problème par des antalgiques, par des anti-inflammatoires et tout, et que la solution soit instantanée. Alors là, comme ça, la personne se sent à l'aise. Mais l'instantanéité du problème qui passe par exemple, les anti-inflammatoires avec des excipients notoires et les excipients outre, peut entraîner une situation cancérogène dans le temps et dans l'espace, derrière des effets indésirables du produit qui sont devenus pathologiques, alors qu'au départ c'était juste des effets indésirables. Alors, dans ce genre de situation, on ne se souvient pas qu'on avait cherché les raccourcis. Et on se retrouvait dans cette situation, non. C'est une nouvelle maladie. Celui qui, que ce soit en automédication ou que ce soit une prescription, personne n'est responsable de ce qui se passe là maintenant. Parce que c'est une autre maladie. C'est là le branle-bas de la symptomatologie. C'est-à-dire lorsque on travaille sur le plan des symptômes, ça se passe de même lorsque on a des situations psychologiques, lorsqu'on a des situations de famille, des situations sociales, on n'a pas de travail, on n'a pas de l'argent et tout, on a besoin d'une solution instantanée. On a mis pourtant du temps à aller à l'école dans le but de trouver du travail. On aurait dû refuser d'aller à l'école. Il y a d'autres gens qui apprennent le travail dans l'État.
comme par exemple les mécaniciens. Tu peux te retrouver en train de dépanner les voitures, que le gars qui a eu le CAP n'arrive pas à avoir de l'inspiration comme soi, mais vous parlez à peine la langue qui serait ce que l'autre parle, vous lisez à peine le plan de je ne sais pas moi quoi, les devis et tout, mais sauf que lorsque il faut donner réponse à une panne, la personne qui a tous les diplômes ne vous égale pas. Alors, résultat, il faut savoir aller dans l'apprentissage et y aller à fond. Maintenant, lorsqu'on peut aller dans les choses, simplement parce que les circonstances d'un système mis en place voudraient qu'on y aille comme ça, et avec toute la jonglerie qu'il faut, on se retrouve avec des papiers sans rien avoir appris et sans rien avoir compris de tout ce qu'on a appris. Alors c'est comme si on s'est engagé sur un chemin sans aucune préparation. Pourtant on y a mis du chemin. Donc je vais dire quoi? Je me résume en disant il ne faut pas tricher. Que ce soit dans le domaine physique, que ce soit dans le domaine métaphysique. Tout ce qu'on fait, on doit se dire qu'il faut du sérieux en ça. Voilà. Alors, la dernière édition, professeur, vous parliez de donner, ça a fait trouver la raison pour laquelle on médite, se préparer de façon psychologique. Aujourd'hui, on a les formalités, on a la dévotion, on a l'acquisition de son fort intérieur. J'ai bien envie de savoir à quel moment interviendra donc la méditation proprement dite. La méditation intervient comme un repas qu'on a déjà apprêté et qu'on peut maintenant passer à table. C'est pas que la méditation c'est aller chercher le feu, aller chercher l'eau, aller chercher le riz, aller chercher de quoi faire la soupe. Que c'est ça, on est déjà engagé dans la méditation, non. C'est qu'on apprête tout et puis maintenant on passe à table, on commence à manger. C'est comme ça que la méditation devrait se passer, à mon avis. Voilà. Bon, mais quand vous dites qu'on apprête tout et puis après on passe à table pour commencer à manger, ça veut dire que, en fait, généralement, on a un timing pour faire la cuisine, pour faire la table. Mais ici, on a l'impression que ce n'est pas une histoire de timing, c'est plutôt une préparation qui va de soi et chacun ira de son mieux. Même en préparant les nourritures, j'ai dit tout à l'heure, toutes les nourritures ne se préparent pas de la même manière et tout ce qu'on prépare ne s'obtient pas d'abord déjà facilement. Vous pouvez avoir besoin de la tomate, vous faites le tour de la ville, vous ne trouvez pas de tomate et on vous indique que la tomate que vous avez besoin est à tel endroit. Donc, quel que soit ce qu'on fait, il y a toujours un temps de préparation. Ça peut être long comme ça peut être court. J'ose dire ceci. Nous sommes dans une série d'émissions où nous parlons de la méditation. Et cette fois-ci, la méditation comme solution à nos problèmes. Quels sont nos problèmes? Nos problèmes, le problème fondamental de l'homme, c'est la découverte de soi. C'est ça son problème fondamental. Parce que c'est ce que disent les initiés, que ça recherche d'abord Dieu et tout deviendra de surcroît. C'est-à-dire que si nous nous mettons dans la logique de savoir qui sommes-nous, mais c'est là que nous aurons tout ce dont nous avons besoin. C'est là la solution à tous nos problèmes. Parce qu'en fait, nous avons et des problèmes vrais et des faux problèmes. C'est comme une personne qui n'a pas faim, mais qui est en train de manger parce que la chronobiologie en lui voudrait que dès qu'il y a midi, qu'il mange. Dès qu'il est 7 heures, il mange. Dès qu'il est midi, il mange. Dès qu'il est 16 heures, il mange. Il prend son goûter. Et puis 20h, 21h, il mange. Alors, il a habitué son organisme comme ça, au point où il peut manger
même quand il est plein, il ne fait que manger. Alors tu vas voir dans le règne animal les animaux qui mangent lorsque ce qu'ils avaient déjà mangé n'existe plus dans leur ventre. Si par exemple le bois avale un gibier, avale même un être humain, pourquoi pas, il va rester tout le temps nécessaire jusqu'à digestion totale, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un cours d'eau et qu'il s'ouvre à l'eau, les eaux sortent, hein, son corps se débarrasse de certains ingrédients de ce butin qui a tant duré dans son ventre, sans toutefois chasser encore. Bon, il reste dans son cou, il attend de digérer. Mais l'homme, il n'a même pas encore digéré qu'il est en train de manger encore. Alors, donc, on ne peut pas dire que la préparation pour pouvoir méditer va dans le sens d'aller vite. Comme si on avait quelque chose à s'attendre de la méditation, non. On est en train de changer sa vie. On est en train de vouloir mener une autre vie. On est en train d'acquérir d'autres connaissances de ce qui c'est que soi, dans le but de ne plus avoir des problèmes. Parce que quand je dis qu'il y a des problèmes, des faux et des vrais problèmes, il n'y a pas de problèmes sans solution. Mais nous remarquons que dans la vie, il y a plein de problèmes sans solution. Pourquoi? Parce qu'il y a parmi des problèmes que nous avons, d'autres problèmes qui ne sont pas des problèmes, mais que nous en avons fait problème en tant que tel. Et là, lorsque tu as un faux problème, tu n'auras pas de solution. Lorsque toi-même tu crées un problème, ne t'attends pas à avoir une solution. Parce que si tu crées un problème, alors que ça ne devrait pas être comme tel. C'est comme une chaîne dont on a rompu quelques maillons. Il faut reconstruire la chaîne pour que tout recommence à marcher. Si les choses se passent donc de manière à ce qu'on doit aller vite. Parce que ceux qui nous attendent du fait que nous parlons de la méditation avec des recettes très à la va-vite, hein, ne comprennent pas encore que c'est une préparation à la spiritualisation de soi que nous sommes en train d'envisager. Voilà, à travers toutes ces explications que nous essayons de faire comme ça. Alors, vous parlez de spiritualisation de soi, vous parlez de méditation en même temps. L'un et l'autre, ou alors il y aura une différence entre les deux? J'ai toujours dit que la spiritualité était un chemin. La méditation était un outil ou un véhicule qui permet de entrer sur ce chemin-là. Parce que en entrant dans ce chemin, on doit atteindre le but ultime, c'est de devenir un divin. Parce que l'homme est Dieu par essence. Nous sommes les dieux, les fils du Très-Haut. Même la Bible le dit, que nous sommes des dieux, les fils du Très-Haut. Alors, mais nous ne sommes pas des dieux pour le moment, parce que notre côté divin n'est pas pris en compte par nous-mêmes. Et ce n'est pas de la faute de la nature, c'est de notre faute. Voilà. Alors, professeur, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on va revenir juste après pour la suite de notre émission. Losi Tanganemba
Mbala Titimbai Losi Loamba Losi Kelembae Uwe Amalam Selambo Amalam Soteye Kosi Ngawatoe. Le vaccin contre la Covid-19 vient de sortir, entre guillemets, efficace à 95% selon Pfizer, 90% chez Safoni. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces chiffres, professeur? Ah bah ça veut dire que c'est vraiment très fiable et on est très content. D'accord, vous êtes content. Ma question serait plutôt comment vous expliquez ces chiffres? Est-ce que vous avez fait des études, j'imagine? Bien sûr, on a fait quelques tests, oui. D'accord, et vous l'avez testé comment? C'est-à-dire qu'on l'a testé d'abord sur des animaux et ensuite sur des individus en Afrique. Sur des individus en Afrique. On l'a testé d'abord sur des animaux et ensuite sur des individus en Afrique. Sur des individus en Afrique. On l'a testé d'abord sur des animaux et ensuite sur des individus en Afrique. Sur des individus en Afrique. Alors, on nous présentait là une vidéo sur le vaccin qui fait remue-ménage actuellement. Il s'agit du vaccin contre le Covid, c'est pas c'est la Covid-19. Un commentaire, professeur? Ah ben non, mais on a décidé que souvent les réflexions vont aller pas forcément dans le cadre de ce que nous avons comme thème, mais purement dans le cadre de la réflexion. Parce que les gens doivent réfléchir. À supposer que tout le monde avait voulu bien savoir qui sommes-nous et voulu bien que cela soit comme un bien à partager sur la planète Terre, qu'on ne serait pas en situation de pandémie ni d'épidémie. Et puis il n'y aurait pas qu'on fait les tests pour des animaux. Les animaux n'ont jamais demandé à ce que nous soyons fragiles, puisque certains de ces virus-là vivent dans les animaux n'en meurent pas. Bon, maintenant, nous, quand c'est chez nous, on en meurt, parce que notre taux d'immunité est déséquilibré par un mode de vie très artificiel, alors que les animaux vivent naturellement. Donc, l'interpellation qui est pour nous quelque chose de sérieux, c'est de faire en sorte que les gens retournent vers la nature, que les gens respectent les lois de la nature. Nous pensons bien que le monde ne va pas se renverser du jour au lendemain où toutes les usines vont fermer boutiques, étant du côté médical que du côté, c'est pas moi, agroalimentaire. Mais il faut quand même que les gens prennent conscience que quand on boit les colorants, on peut terminer avec un cancer. Quand on mange certaines nourritures, on ne peut pas avoir un bon taux d'humidité. Et que le problème du coronavirus, pour ce qui est de ce qui sépare de l'Afrique, jusqu'alors l'Afrique n'est pas concernée par ce problème parce que 90%, disons 80% des Africains, dans leur précarité, n'arrivent pas à s'artificialiser alimentairement. C'est tout le secret. Parce qu'on a beau expliquer tout ce qu'on explique, hein, on a tout un tas de vidéos où les gens sont étonnés. Le secret est que nous sommes plus proches de la nature et cela fait en sorte que nous sommes plus protégés des choses qui sont en rapport avec ce qui est artificiel. Parce que la maladie, les Européens vivent artificiellement, les canicules les tuent, on dit que c'est la grippe, parce qu'il fait chaud, et puis l'hiver tue. Nous, on n'a pas ce genre de problème ici. Voilà. Alors pour ça, on va revenir sur la méditation. Aujourd'hui, on parlait du titre, c'était méditation, solution à nos problèmes, et puis ensuite l'acquisition de son fort intérieur. Alors, en quoi est-ce que se connaître soi-même pourrait nous aider, par exemple, à gérer la pandémie qui sévit actuellement? Alors, si on sait qu'on a des pouvoirs, c'est là qu'on peut les utiliser. Si on a les pouvoirs de lévitation, c'est-à-dire, comme je suis assis là, j'ai fait un travail qui me permet
de maîtriser les pouvoirs qui sont en moi à l'état latent, au point où je peux me lever, aller jusqu'au niveau du plafond et s'asseoir normalement. Ça veut dire que ce pouvoir, je peux l'utiliser soit pour traverser un cours d'eau parce que je manque de pirogue, c'est-à-dire on a des pouvoirs, l'être humain a des pouvoirs. Moi j'ai connu un monsieur qui, lors d'un deuil, nous on était en voiture, on voulait l'accompagner parce qu'on voulait aller vers le même coin que lui, et lui il n'aimait pas prendre la voiture. Alors c'est monsieur, nous on a pris la voiture, on a supposé le laisser là, il buvait le vin de palme, il avait encore un verre à main, nous sommes allés, ça nous a pris une dizaine de minutes, à peine, bon, disons entre 5 à 10 minutes, nous étions déjà chez lui, et nous ne partions pas chez lui, mais on a voulu quand même dire à son épouse que ton mari va venir bientôt, tout ça là, saluer aussi la famille, qu'on l'a trouvé dedans, installé, déjà déshabillé. Bon, donc il y a des pouvoirs. Avec ces pouvoirs, on n'a pas besoin de pandémie. Mais ces pouvoirs ne peuvent pas être encouragés. Sinon, toutes les églises, toutes les religions vont mourir. Sinon, vont fermer boutique, bon, je vais dire. Sinon, même le pouvoir politique n'aura plus de sens. Parce qu'il faut assujettir les gens. Il ne faut pas les permettre d'avoir des connaissances qui les permettent de s'octroyer un certain genre d'affranchissement. Parce que nous ne sommes pas des affranchis. Du fait que nous ne sommes pas des affranchis, cela permet à ce qu'on marche sur nous. Et le fait de retrouver, d'acquérir son moi, son fort intérieur, son moi intérieur, nous permet de plus tard devenir des affranchis. Et ça s'apprend. C'est pas une histoire où on va rigoler en disant je fais la méditation. Non, ça s'apprend, ça se comprend. Hein? C'est pas apprendre pour apprendre, c'est apprendre pour comprendre. Parce que apprendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Voilà. Alors, professeur, vous parlez des pouvoirs que chacun de nous aurait pu. Mais non, quel est parce que vous avez dit qu'il faut aller à la recherche de son fort intérieur. Est-ce que c'est en allant dans cette recherche-là qu'on va arriver à connaître d'abord, parce que nous dit qu'il faut d'abord connaître le pouvoir qu'on a et puis après le mettre en valeur? Alors, connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Commençons d'abord par chercher Dieu au-dedans de nous, avant qu'on ne soit à même de savoir de quoi il est question lorsqu'on parle de Dieu. Si nous sommes les fils de Dieu, les fils du Très-Haut, c'est qu'il n'y a rien qui nous dépasserait à réaliser. Il n'y aurait aucun problème qui nous échapperait. Si cela est vrai que l'homme a ses pouvoirs, parce que ces pouvoirs-là existent chez certaines personnes, simplement parce que ces personnes-là ont pris conscience. Mais il n'y a personne qui dépasse l'autre. Nous tous, nous sommes faits de la même manière en ce qui concerne des acquis naturels. C'est pas pour rien qu'on a 2 yeux, on a 2 oreilles, on a la bouche, on a les bras, on a tout, pareil comme les autres. Mais sauf que derrière ça, il y a l'essence divine qui sommeille en nous. Et cette essence divine, on n'en prend pas, on ne se rend pas compte de son existence, on n'en prend pas acte. Et c'est ça qui fait donc la différence entre certaines personnes vouées à la tâche, qui peuvent désenvoûter, qui peuvent faire des délivrances, qui peuvent faire un certain nombre de choses à l'intérêt des autres. Hein? Sans que ces personnes-là cessent d'être des êtres mortels. C'est aussi des êtres mortels. Mais lorsque on peut atteindre un niveau de développement des forces à l'état latent, on ne meurt plus. On devient un hiérophant.
Donc on change de vie. Alors, cela ne se fait donc pas instantanément après quelques exercices de méditation. C'est des pratiques de longue haleine qui partent du fait que vous pouvez aller de vie successive en vie successive pour pouvoir atteindre l'objectif. Alors, puisqu'on parle de méditation, on va proposer à nos téléspectateurs la page pratique qui traite effectivement de méditation. Et puis, on va revenir pour la suite de notre émission. Aujourd'hui, on va parler méditation. Je vais partager avec vous 5 raisons de méditer, puis on verra comment s'y prendre en expliquant où méditer, que faire de votre corps, à quoi penser, combien de temps ça doit durer et à quelle fréquence méditer. Pourquoi méditer? Jonathan Haidt, qui est reconnu pour être l'un des plus grands intellectuels de la planète, a écrit un livre très intéressant qui s'appelle L'hypothèse du bonheur. Et voici ce qu'il nous dit. Imaginez que vous lisiez un article à propos d'une pilule qui, prise une fois par jour, réduirait votre anxiété et accroîtrait votre bien-être. La prendriez-vous? Imaginez maintenant que cette pilule ait de nombreux effets secondaires, tous positifs. Augmentation de l'estime de soi, de l'empathie et de la confiance, elle améliorerait même la mémoire. Imaginez que cette pilule soit entièrement naturelle et ne coûte rien. Maintenant, vous la prendriez? Cette pilule existe. Il s'agit de la méditation. C'est pas incroyable? On va regarder ça un peu plus en détail. La première bonne raison de méditer, c'est que la méditation renforce votre esprit. Des recherches récentes ont montré que notre cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il est très flexible. Chaque pensée qu'on a est capable de remodeler notre cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Quand on médite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner notre attention. On pourrait parler de musculation du cerveau. On va gagner du contrôle sur le contenu de nos pensées. L'objectif est de vous aider à prendre du recul et à observer vos pensées pour qu'elles aient moins de contrôle sur vous. Si on devait faire une métaphore, ça serait la différence entre être dans la machine à laver et à être secoué dans tous les sens et être calmement assis à l'extérieur à regarder dans la machine à laver. Ça va vous permettre de vous calmer et de gagner en clarté et en efficacité. Cet exercice va déclencher un flux de sang dans votre cortex préfrontal qui est la partie de votre cerveau responsable de votre volonté et donc développer une volonté plus forte. Des recherches récentes ont prouvé que la méditation pouvait modifier l'expression de nos gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique. Pour faire simple, c'est notre ADN, donc la base de notre composition physique, qui est modifiée par notre environnement, mais surtout nos habitudes alimentaires, sportives et dans ce cas-là par la méditation. La 4e raison de méditer est que ça va vous rendre plus intelligent. Il a été prouvé par une étude d'Harvard que de courtes séances quotidiennes de méditation pouvaient littéralement développer votre matière grise, à la fois dans l'hippocampe, qui est la zone du cerveau responsable de l'apprentissage et de la mémoire, et dans d'autres structures liées à la conscience de soi, la compassion et l'introspection. En parallèle, on observe une réduction de la matière grise dans l'amygdale, qui est une zone du cerveau qui joue un rôle significatif dans la création du stress et de l'anxiété. Et enfin, cette pratique va permettre de renforcer votre système immunitaire. Le fait de se concentrer sur des idées positives va favoriser un système immunitaire performant. Comment méditer? Pour commencer, essayez de trouver un moment de la journée où vous pourrez intégrer cette nouvelle pratique. Il est prouvé qu'il est plus facile de créer une nouvelle habitude quand on la réalise à la même heure tous les jours. Pour ma part, je fais ça en me levant le matin pour bien commencer ma journée. Où méditer? Étant donné que c'est un exercice pour l'esprit, vous pouvez méditer à peu près n'importe où. Cherchez simplement un endroit où vous serez sûr de ne pas être dérangé ou être interrompu. Pour la position, assurez-vous que vous êtes assis confortablement. À moins que vous soyez habitué à être assis par terre, il est conseillé de s'asseoir sur une chaise. Asseyez-vous avec vos bras et vos jambes décroisés, les pieds bien à plat sur le sol et avec vos mains posées sur vos cuisses. Gardez votre dos bien droit mais pas tendu pour autant. Vous pouvez vous mettre un petit coussin dans le bas du dos si c'est plus confortable. Combien de temps dois-je méditer? Rappelez-vous bien de ce point-là. La durée de la méditation a moins d'importance que la fréquence. On recommande en général 10 à 20 minutes, mais le plus important c'est de méditer fréquemment. Que faire pendant la méditation? Il existe 3 méthodes répandues. La première est tout simplement d'écouter de la musique. Choisissez une musique qui vous met de bonne humeur, asseyez-vous confortablement et détendez-vous. La deuxième méthode consiste à focaliser son attention sur sa respiration. C'est la forme la plus répandue de méditation. L'idée est de concentrer toute votre attention sur l'air qui rentre et qui sort de votre corps.
Ce que vous allez rapidement remarquer, c'est que des pensées vont commencer à apparaître dans votre esprit et le distraire de cette tâche pourtant simple. Quand vous remarquez que votre esprit s'éparpille, refocalisez simplement votre attention sur votre respiration. C'est tout à fait normal d'avoir ce genre de difficulté au début. Une technique efficace pour vous aider à rester concentré est de compter 1 pour l'inspiration, 2 pour l'expiration jusqu'à 10, puis recommencer. Chaque fois que votre esprit s'égare, reprenez le compte où vous en étiez. Enfin, une dernière méthode consiste à suivre une méditation guidée, et c'est selon moi la meilleure méthode pour commencer. Vous avez par exemple l'application Petit Bambou sur smartphone qui est super bien faite et qui est gratuite. Les avantages, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir méditer, vous êtes guidé tout au long de la séance et c'est souvent une méthode optimisée par des professionnels. À quelle fréquence méditer ? Afin de vraiment ressentir les bénéfices de la méditation, il est recommandé de méditer tous les jours. Pour ma part, je fais ça tous les jours 10 minutes entre le moment où je me réveille et le petit déjeuner. Ça a l'air simple, être assis en silence et concentrer son attention sur sa respiration. Pourtant, la méditation peut s'avérer difficile au début. Tout l'art consiste à s'y tenir et ne pas décourager pendant les premiers jours et les premières semaines. Vous verrez que ces petits efforts répétés de manière consistante peuvent avoir un impact majeur sur votre bien-être mental et votre vie en général. Lorsqu'un homme connaît la solitude du silence et ressent la joie de la quiétude, il est alors libéré de la peur et du péché. Alors, on va prendre, bien sûr, avec la permission de la technique, le SOS téléspectateur pour lire les quelques messages que nous avons reçus. Bonsoir professeur, courage pour l'émission. Ma question est qu'en tant que chercheur de la lumière en métaphysique, est-ce que le mot grâce a sa juste place et est-ce que le pardon à l'égard de celui qui nous a offensés supprime son karma? C'est Wani qui nous écrit. Alors, le mot grâce, c'est-à-dire nous vivons par la grâce, par exemple, parce que j'entends dire ça souvent aussi. Bon, moi je pense que s'il y avait que la grâce, c'est que les enfants ne meurent pas. C'est-à-dire les gens ne meurent pas de bas âge. Bon, on peut bien dire que la grâce existe. C'est-à-dire nous avons la vie grâce, pas la grâce. Dieu nous aime tant, c'est pourquoi il nous offre cette grâce-là. Bon. Alors moi je pense que la vie, c'est une mission. Qu'elle soit de courte durée ou qu'elle soit de longue durée, ou qu'elle soit du genre qu'à peine né, à peine mort, c'est que il y a des raisons à ça. Si un enfant peut naître dans une famille, il voit que son séjour dans cette famille ne lui permettra pas de mener à bien sa mission, il repart. Donc là, on a donc les bébés qui meurent à l'hôpital, à peine nés, pas qu'il n'est pas né, parce que je ne parle pas des morts nés. Parler d'un bébé qui a respiré pendant 24 heures ou pendant 48 heures et décède. Alors les gens qui sont autour de lui ne l'inspirent pas, ils repartent. Voilà. Parce que nous, on voit que les choses d'un côté. Bon, le deuxième volet de la question, c'était est-ce que pardonner à quelqu'un, est-ce que le pardon, voilà, est-ce que le pardon à l'égard de celui qui nous a offensés supprime son karma? Bon, disons, si quelqu'un vous fait du mal et vous demande pardon, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait du mal. Par exemple, il vous tue l'enfant, et puis il vient s'agenouiller, il dit, mets-moi en prison parce que c'est moi qui est l'auteur du décès de votre enfant. Bon. Comme pour ressembler un peu à cette femme qui est en Afrique du Sud, un monsieur a tué son enfant et il n'avait que cet enfant-là, son mari était déjà décédé. Bon, au cours du tribunal, elle demande plutôt que la personne doit vivre avec elle pour qu'elle ne soit pas seule, parce qu'elle n'est pas habituée à être seule. Ça a étonné tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui a tué son enfant, ce pardon-là, voudrait dire que la personne ne va pas payer de sa faute. Tu craches en l'air, ça va retomber sur ton visage, absolument. Sauf si ce n'est pas ça, la loi de la nature. Voilà.
Alors, en fait, la même personne voudrait également savoir si, en fait, c'est quoi le temps et l'espace en métaphysique. Je crois que là, il n'existe pas de temps ni d'espace. C'est prouvé aujourd'hui. Ça, on le dit depuis la nuit des temps. C'est prouvé comment? Avant, la télépathie faisait en sorte que cela s'illustrait sur du fait que tu es en train de parler de quelqu'un et tout le voir apparaître, ou bien tu parlais de quelqu'un et aujourd'hui, demain, avec des mêmes amis, vous êtes en train de prendre un pot. La personne vous envoie une note en disant « Je pensais à vous écrire hier à telle heure. Et j'ai donné cette lettre à notre ami commun pour venir vous donner pour tel problème. » Et le problème, c'est ce que vous parlez. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus prouvé dans le sens que avec le téléphone portable, le temps n'existe plus. On a beau parler des réseaux et tout, le temps n'existe pas parce que le temps n'a jamais existé, ni l'espace. Mais sauf que pour pouvoir diviser la journée, répartir ça en plusieurs phases dans lesquelles on va pouvoir faire certaines choses, on peut donc diviser la journée en heures, en minutes. Ce qui permet à ce qu'on dise à 23 heures, nous sommes à la télé le mardi pour pouvoir faire un travail comme nous le faisons là maintenant, jusqu'à telle heure. Ça, c'est des divisions qu'on a données pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Alors, au-delà de ça, lorsque vous utilisez la pensée, à chaque fois que vous pensez à votre maman, à votre père, à votre ami, à qui, directement, vous voyez, ça de la pensée atteint la personne directement. Si même la personne ne peut pas se rendre compte. Donc, tout cela en métaphysique n'existe pas le temps ni l'espace. Voilà. Alors, professeur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de la conclure. Alors, le dernier mot, c'est que ne nous tenez pas à rigueur. Hein. Nous sommes dans une situation où nous parlons, je parlais de situation en parlant de la métaphysique, où nous parlons de quelque chose de très sérieux. Si vous remarquez très bien, je trébuche parce qu'il faut entrer au-dedans de moi pour pouvoir dire ce que j'ai à dire. Je ne veux pas donner mon opinion sur quelque chose qui est si délicat. Donc, nous allons continuer parce que nous voulons bien que, au bout de cette série d'éditions, que les gens commencent à méditer autrement, que les maladies nous fuient, que les problèmes de précarité ne soient plus, qu'on n'en soit plus concerné, que tout ce qui mine notre vie comme problème aujourd'hui, qu'on n'en soit plus concerné. Franchement, parce que là, il faut aller du bon côté de la méditation, pas du côté qui se limite à quelque chose de précis. C'est pourquoi nous serons un peu longs dans la démarche ainsi engagée. Nous serons un peu longs pour pouvoir arriver à des séances de méditation. Voilà. Alors ce soir, nous avons traité de la méditation, solution à nos problèmes en parlant de l'acquisition de notre fort intérieur, mais aussi des formalités et de la dévotion. Ce sont des chemins-là que nous traçons pour nous mener vers la méditation, mais surtout pour que nous puissions atteindre notre spiritualisation. Alors nous avons été ravis de vous connaître, nombreux à nous écouter ce soir. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. N'oubliez surtout pas que vous aviez la possibilité de réécouter votre émission via YouTube d'ici la fin de la semaine. Bonsoir.